Salut à tous! Aujourd'hui dans ce tuto Unity, on va parler des Scriptable Objects. Dans cet épisode, on va voir comment ce super outil nous permet de facilement stocker des types de données personnalisées, partager des infos à l'intérieur et entre des scènes, et même abstraire une partie de notre code pour que les game designers dans l'équipe tweakent et améliorent le gameplay sans avoir à s'embêter avec du scripting. Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tout le code et les assets montrés dans cette vidéo dans le repo GitHub avec tous mes tutos Unity disponibles ici. Et tout ceci étant dit, il est temps de se lancer et de découvrir les bases des Scriptable Objects. Les Scriptable Objects sont un type spécifique de data containers qui nous permettent de facilement sauver de grandes quantités de données dans des fichiers d'assets de projet autonomes et efficaces. En gros, on peut s'en servir pour définir des types de données custom, en définissant une structure de données à l'aide d'une classe C# et en instanciant ensuite cette classe autant de fois que nécessaire pour obtenir de vraies sources de données. Ces Scriptable Objects sont très cool du point de vue des users parce qu'ils proposent une UI d'édition claire et simple à utiliser dans le panneau d'inspecteur de Unity. Donc une fois la structure de données codée, n'importe qui dans l'équipe peut venir raffiner les valeurs d'une instance de données spécifique, ce qui est très pratique pour les artistes de gameplay qui ne sont pas développeurs. Au final, les Scriptable Objects sont donc le combo d'une structure C# d'un côté et d'une ou plusieurs instances sous forme d'assets de l'autre côté. Ces instances sont toujours à jour avec les dernières valeurs, parce qu'elles sont automatiquement resérialisées par Unity dès qu'une valeur change. Notez que du coup, ça veut dire qu'on doit définir des champs sérialisables dans notre structure de données C#. Donc il faut soit créer des propriétés publiques, soit créer des propriétés privées, mais leur donner l'attribut SerializeField. Les Scriptable Objects sont donc aussi un très bon moyen d'éviter la redondance dans nos données. Typiquement, si on a des ennemis qu'on veut spawner dans notre jeu et qui sont tous du même type, et partagent du coup des attributs en commun, comme la Vmax, la vitesse de déplacement ou la portée, alors il peut être intéressant d'utiliser un Scriptable Object pour définir cette donnée abstraite et ensuite faire pointer chaque instance sur ce Scriptable Object pour récupérer les valeurs. Si on décidait à l'inverse de stocker les données directement dans les instances, alors on devrait recopier les valeurs de multiples fois, et on aurait donc beaucoup de redondance. Avec les Scriptable Objects, on évite ce problème, et on centralise plutôt les données à un seul endroit, ce qui facilite les mises à jour et la redistribution de données à toutes les instances intéressées. Et ça, c'est parce qu'une idée clé quand on utilise les Scriptable Objects, c'est la notion de source de vérité unique. Pour bien comprendre cette notion, voyons une application classique pour les Scriptable Objects, le partage de données entre plusieurs objets dans une même scène. Bon, il est vrai que l'un des grands principes de design dans le game dev Unity, c'est de séparer sa codebase en plusieurs morceaux logiques, chacun dans un script, et d'ensuite répartir ces scripts sur les différents objets d'une scène. Ça suit un paradigme appelé la Separation of Concerns, qui est un concept crucial qu'en gros on peut résumer comme essayer de limiter la portée de ces scripts C# et implémenter dans chacun une logique scopée et bien définie. Ce principe de design est une bonne pratique parce qu'il rend la codebase plus simple à lire, il aide pour le développement collaboratif, et dans le meilleur des cas, il crée des systèmes bien découplés qui vivent de manière autonome et n'ont pas de dépendance forte. Sauf que ce dernier point est en fait assez difficile à avoir en pratique. Même si découper son code en plein de scripts c'est très facile, réellement découpler la logique et rendre chaque script autonome est bien plus difficile. Pensez à toutes les fois où vous avez dû accéder à un autre objet dans la scène et que vous avez utilisé getComponent dessus. Ce sont des cas où vous avez codé des dépendances fortes et de l'intrication, parce que le premier script ne peut pas fonctionner correctement si la dépendance à l'autre script ou au component n'est pas disponible. Après, on peut se demander si c'est vraiment un problème. Après tout, si la scène est construite comme prévu, tout devrait se passer sans souci de toute façon, non ? Eh bien, le problème, c'est que les changements que l'on fait sur un script ou ses dépendances nécessitent des mises à jour dans d'autres parties de la codebase. Du coup, ça complique singulièrement le dev collaboratif, puisque si plusieurs devs travaillent en même temps sur les scripts, il y a des risques d'avoir des conflits. Et en plus, on ne peut pas facilement extraire un seul système de notre jeu pour le développer et le tester en isolation.
dès qu'on ajoute les scripts d'un système dans une nouvelle scène vide, ces dépendances fortes vont basiquement nous obliger à ramener tout le reste du jeu avec. Tout ça est plutôt gênant pour bien organiser son projet, et c'est pour ça que généralement on essaie d'avoir le plus de découplage possible entre les différents systèmes d'un jeu. Et on peut évidemment utiliser pas mal d'outils pour faire ça selon le type de lien qu'il y a entre nos scripts et nos données. Mais ici on va se concentrer sur le cas où on veut partager des données entre plusieurs scripts, parce que c'est l'un des gros points forts des Scriptable Objects. En effet, ils facilitent énormément le partage de données entre des objets, et ils nous aident à tout garder centralisé à un endroit pour éviter les incohérences. Ils sont donc une alternative très intéressante à un pattern commun, qui est de déclarer des variables globales et statiques dans une classe C# dédiée, ou bien de créer des singletons et des références à grande échelle, qui vivent pendant toute la session de jeu et sont régulièrement mises à jour depuis différentes sources, ce qui est un pattern rapide à coder, mais où on peut parfois se perdre un peu. Avec les Scriptable Objects, on crée simplement un asset de notre projet Unity, qui peut être lu et édité aisément depuis l'inspecteur grâce à une UI claire, et ensuite nos scripts peuvent directement accéder à cette donnée grâce à une référence pour utiliser ou mettre à jour les infos. Cet outil est donc un excellent moyen d'assainir et d'organiser les données abstraites d'un projet Unity. Bon, pour mieux comprendre comment ça marche, étudions en détail cet exemple de partage de données dans une scène à l'aide de Scriptable Objects. Je vais utiliser cette petite scène que j'ai préparée à l'avance. Au milieu, j'ai mon héros viking, et vous voyez qu'en bas j'ai quelques éléments d'UI. Notamment une barre de vie en bas à gauche et un texte qui affiche la quantité actuelle d'expérience de mon héros à droite. Mon but ici, ça va être de stocker ces données d'XP et de vie dans un Scriptable Object et d'utiliser un gestionnaire d'UI pour lire les valeurs depuis cette source et toujours garder le visuel cohérent avec mes données. Donc tout d'abord, on doit préparer un nouveau type de données à l'aide d'un Scriptable Object pour définir les deux propriétés qu'on veut stocker pour notre héros, l'XP et la vie. Pour ça, il nous suffit de créer un nouveau script C# dans le projet, et à l'intérieur, déclarer une classe C# qui hérite de la classe Scriptable Object. Et puis dans la classe, on peut maintenant lister nos propriétés comme des variables publiques pour qu'elles soient automatiquement sérialisées dès que c'est nécessaire. Au passage, faites bien attention à utiliser exactement le même nom pour votre classe C# et votre fichier, sinon ça ne marchera pas. Ok, ce code C# est donc la structure de notre type de données custom. Maintenant, il faut qu'on utilise ce modèle pour vraiment créer des instances. Parce que n'oubliez pas que ce qu'on veut, c'est un conteneur de données avec de vraies valeurs, et pas juste une structure abstraite comme celle-ci. Par exemple, ici je veux stocker que pour l'instant, mon héros a 0 XP et 100 points de vie, et ensuite je veux pouvoir mettre à jour ce conteneur avec de nouvelles valeurs pendant que le jeu tourne. La ruse pour faire ça, c'est d'ajouter un attribut à notre classe, l'attribut createAssetMenu, qui nous permet de spécifier le chemin d'un nouvel item dans notre menu contextuel de création. Donc si je sauve et que je recompile mon projet, vous voyez que maintenant, quand je fais un clic droit dans mon doc de projet et que je vais dans le menu Create, j'ai un nouveau sous-menu qui correspond au chemin que je viens de définir. Et je peux cliquer sur l'item final pour instancier ma classe comme un nouvel asset dans le projet. On peut lui donner un nom comme n'importe quelle autre ressource, et ensuite on peut accéder directement aux propriétés qu'on a définies plus tôt dans l'inspecteur. Évidemment, il ne s'agit que d'une instance ici, et on pourrait facilement la dupliquer ou en créer une autre pour stocker un autre ensemble de valeurs. Par exemple, si on avait plusieurs joueurs, ou si on voulait tester un scénario spécifique avec des quantités pré-initialisées d'XP et de vie. Tous ces assets partagent la même structure parce que ce sont des instances de notre classe PlayerData, mais chaque asset a ses propres valeurs. L'étape suivante, c'est d'utiliser ces données dans notre jeu. Et c'est là que les Scriptable Objects se démarquent vraiment. En gros, pour lire ou modifier un Scriptable Object, il faut simplement y faire référence dans un script C#. Et on peut ensuite faire un get ou un set sur ses champs publics, comme pour toute autre classe C#. Sauf que cette donnée est directement sérialisée et stockée dans cet asset, et donc on peut aussi la modifier directement dans l'éditeur Unity avec l'inspecteur, et n'importe quel autre script peut pointer dessus en même temps pour voir les changements en temps réel. Alors voyons comment tout ça peut nous aider ici à afficher les données stockées dans notre instance de PlayerData au runtime, dans l'interface de notre jeu.
J'ai déjà préparé un script UI Manager basique que j'ai mis sur mon objet UI dans la scène, et si on l'ouvre, on voit que pour l'instant, il affiche juste quelques données hard-codées, avec 10 points d'XP et 50 points de vie sur les 100 maximum. Bien sûr, on veut en fait que ces infos soient récupérées depuis notre asset de Player Data. Donc on va exposer une référence à une instance de Player Data à l'aide d'une variable publique, et puis dans l'inspecteur, on va y draguer notre asset. Dans le script ensuite, on a juste à remplacer nos valeurs écrites en dur par des accès aux champs XP et Health de la variable Player Data. Si on remplit notre instance avec quelques valeurs spécifiques et qu'on lance le jeu, on voit que quand le script démarre, on récupère bien le contenu de notre scriptable object et lui est mis à jour comme il faut. Le problème par contre, c'est que si on change nos valeurs dans le scriptable object maintenant, l'UI n'est pas modifié. Si on quitte le jeu, les données restent parce qu'elles ont été serialisées, mais elles ne seront pas relues par le script avant qu'on relance le jeu. Ça, c'est parce que pour l'instant, ma logique C# ne check les valeurs dans notre instance de Player Data que dans sa fonction Start. Pour régler ce souci, une technique intéressante, c'est d'utiliser des événements. Ces objets nous permettent de maintenir un couplage faible, parce qu'on peut émettre des events même s'il n'y a personne pour y réagir, mais ils vont aussi nous permettre de facilement repérer et répondre aux changements dans notre instance de données. Revenons donc à notre script Player Data et ajoutons un nouveau champ de type Unity Event à l'intérieur appelé Updated. Notez que pour pouvoir utiliser ce type de variable, on doit importer le package unityengine.events. On peut aussi donner à notre champ l'attribut Hide in Inspector pour qu'il n'apparaisse pas dans l'inspecteur vu qu'on ne veut que l'utiliser en interne via C#. Et maintenant, on peut utiliser les hooks onEnable et onValidate qu'on hérite de la classe scriptableObject pour exécuter du code quand l'instance est créée et quand une de ses propriétés est changée via l'inspecteur. Encore une fois, on voit que les scriptableObjects sont vraiment intéressants, parce que ce sont en fait des conteneurs de données boostés avec de la logique en plus grâce à ces hooks C#. Mais bref, ici je vais préparer mon événement updated dans la fonction onEnable, et ensuite, dès qu'une propriété sera changée dans l'inspecteur, la fonction onValidate sera appelée, et je vais invoquer mon événement pour propager la notification. Enfin, dans le UI Manager, il nous suffit d'ajouter un listener pour cet événement, qui utilise updateDataDisplay comme fonction de callback, et on y est. Si on relance le jeu, on voit que les données sont bien initialisées au départ, et qu'ensuite, dès qu'on modifie une valeur dans le scriptableObject via l'inspecteur, l'UI est automatiquement remise à jour pour montrer le changement. Mais devinez quoi? On peut aussi utiliser un autre script pour écrire nos données, et quand même permettre à ces changements de directement mettre à jour l'UI. Par exemple, on pourrait ajouter quelques boutons pour simuler un dégât et réduire la santé de notre héros, ou bien pour lui donner une quantité arbitraire de points d'expérience. Ensuite, on pourrait lier ces boutons à des fonctions de callback dans un autre script C#, par exemple ici le Player Manager, et dans le script, il nous suffirait d'encore une fois exposer une référence à notre instance Player Data, changer les valeurs et invoquer l'événement Updated, et enfin draguer l'asset dans le slot. Évidemment, pensez bien à utiliser le même asset qu'avant, sinon les données ne seront pas synchronisées. Si on relance le jeu maintenant et qu'on clique sur les boutons, on voit que le scriptableObject est mis à jour et que l'UI est immédiatement modifié pour montrer nos nouvelles valeurs. Donc c'est très cool, on peut totalement contrôler les stats de notre héros, soit à la main, soit via le code, et on notifie tous les systèmes intéressés par ces changements pour qu'ils y réagissent et qu'ils exécutent leur propre logique, comme par exemple la mise à jour de l'interface. En petit bonus, il y a encore une amélioration qu'on peut faire sur notre classe Player Data, qui est d'ajouter quelques vérifications sur le paramètre Health pour qu'il reste dans le bon intervalle, qui ici est entre 0 et 100 pour correspondre à la barre dans l'interface. Pour forcer la vie à rester dans cette plage de valeurs, on peut faire deux choses complémentaires. D'abord, pour éviter que les users entrent des valeurs invalides dans l'inspecteur, on peut ajouter un attribut range à notre propriété. Ça va afficher le champ comme un slider dans l'éditeur et empêcher la valeur de sortir du bon intervalle. Ensuite, pour aussi éviter que les codeurs passent une mauvaise valeur, par exemple notre Player Manager, quand on clique sur le bouton HP- et qu'il réduit la vie de notre héros, on peut transformer notre simple membre Health en une vraie propriété C#, avec un getter et un setter.
On a juste à la lier à une variable privée qui est sérialisée pour bien la sauver dans le scriptable object, et ensuite on peut utiliser des conditions basiques pour vérifier que la valeur est valide ou la ramener dans le bon intervalle si nécessaire. On a maintenant un beau slider dans notre inspecteur qui permet de facilement changer la vie de notre héros, et si jamais on arrive à 0 HP quand on clique sur le bouton HP- pendant que le jeu tourne, on voit que notre valeur ne sort pas de la plage 0-100. Cet exemple simple nous a donc montré que les scriptable objects sont une super technique pour découpler nos systèmes au sein d'une scène et avoir des conteneurs de données faciles à lire et à éditer pour des données locales, avec même des features en plus assez cool comme les hooks C#. Maintenant, on va continuer notre découverte des scriptable objects avec une autre application usuelle, le stockage de données persistantes pour la session. Un autre usage classique des scriptable objects, c'est le stockage des données de projet, ou au moins des données de session. Si vous avez déjà eu à préparer des données persistantes dans un de vos jeux Unity, vous avez sûrement déjà rencontré la fonction Don't Destroy on Load. Cette méthode peut être ajoutée à un script sur n'importe quel objet pour lui permettre de survivre à un changement de scène. C'est pratique quand on veut garder tout le GameObject avec sa transform et sa fonction d'update, mais quand on veut juste passer de la donnée, c'est un peu overkill et inefficace. Ici, il vaut mieux utiliser un scriptable object pour garder nos données bien organisées et néanmoins persistantes à travers les scènes. N'oubliez pas que comme elle est sérialisée sur le disque, la donnée n'est pas détruite pendant le runtime, ou quand on sort du play mode d'ailleurs. Tous les changements faits sur un scriptable object dans l'éditeur Unity, en mode edit ou au runtime, sont automatiquement sauvés et stockés, ce qui veut dire qu'on ne risque pas de perdre ces modifications, et qu'on peut utiliser les scriptable objects comme des sources de données globales pour toute une session ou même tout un projet. Typiquement, il est très courant dans les jeux d'avoir des options globales, avec par exemple le volume du son, si la musique est activée ou non, la résolution de l'écran, etc. Toutes ces propriétés ne sont pas liées à une partie spécifique du jeu, à une scène. Au contraire, elles devraient être lues et éditées globalement pour rester cohérentes partout. C'est donc un très bon cas d'usage pour des scriptable objects. On aurait simplement à préparer un script avec nos propriétés, puis on l'instancierait dans le projet, et cet asset pourrait ensuite être référencé et modifié depuis différents endroits, tout en centralisant les données pour qu'elles soient toujours à jour, cohérentes et sans redondance inutile. Comme expliqué dans ce très bon tutoriel vidéo Unity, on peut donc utiliser les scriptable objects pour créer un tas de systèmes, comme des channels audio persistants, ou même des changements de scène basés sur des events qui sont déclenchés quand le joueur entre dans une zone. Tout ça permet par exemple de jouer des sons pendant des transitions de scène, ou de charger des morceaux de scène pour un open world. Mais il ne faut pas oublier un truc crucial qui est que cette persistance de données ne tient pas pour les game builds. Elle ne fonctionne que dans l'éditeur Unity. Dans un build de jeu, on peut récupérer les valeurs actuelles du scriptable object, autrement dit ce qu'il contient au moment du build, mais ensuite on n'a plus de mise à jour et de sauvegarde, parce que l'objet n'est pas resérialisé. Donc si on doit avoir des données globales à la session dans un jeu buildé, il va falloir se reposer sur des techniques plus manuelles, comme de la sérialisation binaire ou des fichiers JSON et XML par exemple. Si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, j'ai écrit quelques articles dont les liens sont en description. Mais bon, ici on va se concentrer sur les scriptable objects dans l'éditeur Unity. Et un autre truc cool à remarquer, c'est que, comme on a vu dans la section précédente, utiliser un scriptable object, c'est très simple. Il suffit de le draguer dans un slot de script pour récupérer sa référence. Du coup, on peut très aisément switcher entre plusieurs instances de données. Par exemple, imaginons qu'on a un gestionnaire multijoueur à qui on passe des données de configuration réseau stockées dans un scriptable object. On pourrait préparer une version dev, une version staging et une version de production pour directement définir les bons paramètres de configuration selon le contexte. Et ensuite, passer de l'un à l'autre serait aussi simple que de draguer le bon asset dans notre slot. Ce dernier point nous amène d'ailleurs à parler d'une autre notion intéressante avec les scriptable objects, qui est que quand ils sont bien intégrés au projet et utilisés dès le début, ils peuvent être un des éléments de base d'une philosophie data-driven et pousser vers une configuration no-code pour le projet. Voyons un peu plus en détail pourquoi. Pour finir ce tuto, j'ai envie d'aller un peu plus loin et de discuter de comment les scriptable objects peuvent nous aider à implémenter des jeux data-driven,
et à abstraire notre logique pour que même les non-codeurs dans l'équipe puissent tweaker et améliorer le gameplay. Jusqu'à maintenant, on a vu qu'on doit faire du code C# pour définir la structure de données de notre player data, et aussi pour les différents managers qui interagissent avec notre instance. C'est cool si on aime coder, et ça permet de tout préparer rapidement, mais qu'en est-il de quelqu'un qui ne développe pas du tout? Est-ce que les scriptable objects peuvent quand même être utiles aux non-codeurs? Eh bien en fait, oui. Avec quelques étapes préliminaires en plus côté dev, on peut aussi utiliser les scriptable objects pour créer une sorte de système de scripting visuel basique pour nos jeux. Bon attention, il faut bien noter les guillemets ici, parce qu'on ne va pas vraiment faire un équivalent au Bolt ou au C#. Mais on peut utiliser le pouvoir des scriptable objects pour représenter des briques de données élémentaires et ensuite assembler ces briques pour former des systèmes plus complexes. Prenons l'exemple de notre structure player data. Pour l'instant, elle est composée de deux propriétés de type int, l'XP et la vie. Mais si maintenant on voulait aussi ajouter une quantité de mana, on devrait revenir dans notre script C# et ajouter ce champ qui serait encore une fois une valeur de type int. Du coup, ici, une autre possibilité serait de ne pas packager toute cette donnée en un seul bloc de cette façon, mais de plutôt créer une brique de base, la integer variable, comme une classe scriptable object qui contient juste une propriété value de type int. Et ensuite, on pourrait instancier ce modèle de integer variable 3 fois pour nos valeurs player XP, player health et player mana. Vous voyez qu'avec cette autre organisation, même un non-codeur peut très facilement ajouter de nouvelles propriétés de type int pour notre héros. Et évidemment, on pourrait aussi préparer des classes comme float variable, bool variable ou string variable pour gérer d'autres types de données usuelles. En ajoutant ensuite quelques options, comme des checks d'intervalle sur ces briques de base, on pourrait répliquer notre structure de données player data de la partie précédente, mais en plus flexible et atomisé. Après, bien sûr, ça veut dire qu'on aura plus d'assets à gérer dans le projet. Et on doit quand même demander aux devs de préparer des scripts C# pour lire ces instances de données et utiliser les valeurs qu'elles contiennent pour nourrir l'état courant du jeu. Mais encore une fois, on pourrait préparer des mini-classes C# abstraites, un peu généralistes, par exemple pour afficher nos propriétés dans l'interface de différentes façons. On aurait juste à préparer une logique C# un peu globale qui se comporte légèrement différemment selon les données qu'elle reçoit. Avec ce nouveau setup, construire notre logique deviendrait plus un jeu d'assemblage où on compose et on relie différents morceaux bien scopés pour créer notre comportement final. Donc même si cette organisation alternative peut sembler un peu complexe au premier abord, une fois en place, elle offre en fait beaucoup de flexibilité et d'agilité à notre projet. Et elle permet aux artistes de l'équipe de participer à la construction de l'expérience de jeu avec un processus totalement no-code. Et sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel et que vous avez appris quelques trucs sur comment stocker vos données custom de manière efficace grâce aux scriptable objects. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, si vous avez d'autres idées d'astuces Unity que vous aimeriez apprendre, laissez un petit commentaire. Comme d'habitude, prenez soin de vous et à bientôt.